La campagne de sensibilisation contre les effets néfastes des pluies diluviennes lancée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Elle vise à prévenir les risques d'inondation, d'effondrement de maisons et d'éboulement de terrain. Cette campagne a aussi pour but d'avertir les populations sur les dangers auxquels elles s'exposent en vue de les inciter à libérer les sites dangereux, d'où le thème « Quelle prévention pour une population protégée contre les accidents domestiques et les inondations ?» Une initiative de l'Office national de la protection civile. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'on atteigne cet objectif zéro mort. Mais malheureusement, s'il advenait que des catastrophes survenaient et que des pertes en vies humaines étaient constatées, nous devons également montrer la force de réaction rapide du gouvernement à travers les structures spécialisées. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le gouvernement mettra tout en œuvre pour réduire les effets néfastes des pluies diluviennes. Par ailleurs, il exhorte les populations à quitter les zones à risque, car la météo prévoit cette année des pluies diluviennes. Demander à toutes les populations qui sont dans des zones à risque, les zones identifiées comme telles par tous les services compétents, de ne pas rester sur ces sites. Car rester sur ces sites, c'est mettre la vie de leur famille, leur propre vie en danger. Je veux que nous puissions le répéter partout. À ce jour, sur les 52 sous-quartiers à risque identifiés dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, d'Atekoubé, de Yopougon et de Cocody, plus de 80% ont été libérés. Tout sera mis en œuvre pour que la totalité des sites identifiés soit libérée pour le bien-être des populations. Les parcs nationaux et réserves naturelles ne sont pas à l'abri des dangers des activités de l'homme, entre autres les feux de brousse, la chasse, la destruction sauvage des forêts. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, dans sa politique de conservation des aires protégées, entend apporter sa contribution. Elle a signé avec l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR une convention de financement, 400 millions de francs CFA pour le parc national de Taï et 300 millions de francs CFA pour le parc national de la Comoé, soit 700 millions de francs CFA. Ces deux parcs représentent plus de 75% de la superficie totale du réseau des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Vous savez qu'on a traversé une crise qui a duré à peu près 10 ans et c'est sûr que les parcs ne sortent pas de cette crise sans séquelles. Et voilà pourquoi est-ce que la Fondation apporte un appui et nous appelons donc aux bonnes volontés d'aider l'État justement à financer les parcs nationaux. Pour le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, cette subvention vient à point nommé. Ces fonds nous soulagent parce qu'il faut le dire, on l'a dit tout à l'heure, ces deux parcs, ça fait 75% de la superficie des parcs nationaux. Et donc quand on a le financement pour ces deux gros parcs, et les autres c'est plus facile à gérer avec la capitalisation de fonds auprès d'autres partenaires. L'objectif à moyen terme de la Fondation, selon son président du conseil d'administration, est d'octroyer à l'OIPR une subvention de près de 2 milliards de francs CFA pour la conservation et la gestion du réseau des aires protégées de la Côte d'Ivoire. Reprise du travail dans les centres hospitaliers et universitaires. Au CHU de Cocody, le docteur Loué Védi, gynécologue obstétricien, a reçu plusieurs patients. Depuis hier d'ailleurs, la reprise elle est effective. Les patients sont là, on les a toutes vues. 2 sont déjà au bloc opératoire. Celles qui sont là sont en attente d'accoucher, on va dire. Et puis d'autres sont hospitalisées. On a reçu environ une trentaine de patientes. Selon le directeur médical et scientifique du CHU de Cocody, le travail se déroule plutôt bien. Très tôt le matin, nous avons réuni les chefs de service et nous avons pris nos dispositions pour que les malades hospitalisés puissent être pris en charge. Donc les activités ont repris normalement. Tous les services fonctionnent, sauf les services qui sont normalement fermés, c'est-à-dire soit pour des travaux, par exemple. Par exemple, les urgences sont fermées pour des travaux, donc les urgences ne fonctionnent pas, mais sinon tous les services fonctionnent. Pour rappel, les personnels de santé avaient lancé un mot d'ordre de grève de 72 heures le lundi 13 avril pour le déblocage de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est désormais officiel. Les résultats des données statistiques scolaires 2014 à 2015 sont disponibles. Ces résultats concernent la période allant de janvier au 14 mars 2015,
3 mois de données sur l'école ivoirienne réalisées sur l'ensemble du territoire par la direction des stratégies, de la planification et des statistiques. Les statistiques scolaires participent de la bonne gouvernance de l'école dans la mesure où elles aident à la décision pour un accès généralisé, équitable et de qualité. Par exemple, cette session a porté sur une population de 5 49 496 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire de l'enseignement général et technique. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, les indices sont au vert. La scolarisation de la jeune fille, par exemple, 58,8% contre 54,2% l'année 2013 à 2014, soit une hausse de 4,6%. Autant de raisons d'être optimiste. De façon générale, tous les indicateurs sont en hausse. Nous notons une nette amélioration du taux brut de scolarisation, tant dans le cycle primaire que secondaire. Cela est le résultat des efforts entrepris par le gouvernement pour faire de l'accès à l'école pour tous une réalité. Taux brut de scolarisation à 95,4% au primaire, même s'il y a encore quelques 1 43 450 élèves sans extrait d'acte de naissance au primaire, la sensibilisation est de mise. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI se prépare activement depuis quelques années à l'amélioration permanente de la qualité de ses programmes à travers une ambitieuse politique de développement qui commence à porter ses fruits. Nous sommes à Cannes, dans le sud-est de la France, palais des festivals, où se tient du 13 au 16 avril le marché le plus réputé au monde pour le contenu TV et digital. L'événement incontournable pour les professionnels des contenus audiovisuels pour tous écrans, qui est à sa 51e édition et voit la participation effective de plus de 100 pays. C'est fait. La RTI est désormais dignement représentée avec ce stand qui lui donne accès à la concurrence des fronts numériques du marché international des professionnels de la télévision. Une forte équipe réussie par la présence du ministre de la Communication à cette conférence face aux professionnels de l'industrie ainsi que quelques talents créatifs. Nous avons donc parlé de la politique audiovisuelle, du soutien, de l'appui institutionnel important donc de l'État à la RTI et cet appui institutionnel qui va s'étendre également à la production audiovisuelle parce que pour nous il est important que la Côte d'Ivoire ait des producteurs indépendants qui soient au niveau, donc qui puissent compétir au niveau international, qu'ils donnent du contenu effectivement à toutes les chaînes qui vont s'installer, donc que ce soit la chaîne nationale donc, du groupe de la RTI et ensuite évidemment des chaînes privées, des locaux ivoiriens. Nous avons des opportunités fortes de vendre notre contenu et cet argent il va revenir en partie aux producteurs ivoiriens qui nous ont fait confiance en nous confiant leur catalogue. Donc ça c'est déjà une première bonne nouvelle pour eux. La seconde chose c'est que nous avons plusieurs partenaires qui sont intéressés pour financer de nouvelles productions. Donc pareil aussi, ce sont des producteurs ivoiriens qui vont trouver en complément du financement de la RTI des financements et du savoir-faire international pour transformer leurs rêves en réalité. Le groupe Éléphant qui coproduit le magazine économique a témoigné de cette belle aventure. La RTI Distribution entend ainsi mieux orienter sa vision. 4 semaines après le crash de l'A320 dans les Alpes françaises, 80% des débris de l'Airbus de Germanwings ont pu être évacués du site. Les dizaines de tonnes de débris doivent être acheminées vers un hangar de Seine-les-Alpes, l'un des villages les plus proches de l'accident. La prochaine étape sera la dépollution environnementale, a annoncé la Lufthansa, maison mère de Germanwings, dont le crash du 24 mars a fait 150 morts. Une marche blanche pour réclamer la paix dans une favela. À la plage de Copacabana, une procession silencieuse et l'enterrement symbolique d'un petit cercueil blanc. Eduardo avait 10 ans. Il est une nouvelle victime innocente d'une guerre sans merci entre police et narcotrafiquants qui a fait 4 morts en à peine 24 heures dans cette favela du Complexo d'Alemão, au nord de Rio de Janeiro. Une balle perdue selon la police, un assassinat pour la mère d'Eduardo qui crie sa colère contre la police pacificatrice locale.
Que cet UPP s'en aille d'ici immédiatement. Il tue des innocents. C'est une police assassine qui a enlevé la vie de mon fils. Ce sont des lâches. La mort du petit Eduardo a provoqué une vague d'indignation. La présidente Dilma Rousseff a demandé que les responsables soient jugés et punis. Et à mesure que l'enquête avance, la responsabilité de la police dans la mort de l'enfant semble se préciser. Les autorités avaient pourtant affirmé que cette favela avait été pacifiée. Comprendre par là que la sécurité y était revenue à grands coups de déploiement policier et militaire. Mais depuis quelques mois, les affrontements ont repris de plus belle. C'est le chaos. On pensait que ça changerait avec l'UPP, mais ça a empiré 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. On va aller jusqu'où comme ça? La veille de la mort du petit garçon, une femme au foyer a été tuée d'une balle perdue, devant sa télévision. Zaquel Nunes était présent ce jour-là. Il a tenté de la secourir, en vain. La terreur ici est constante. Tous les jours, on a des échanges de tirs parce qu'on vit sur les territoires de chiens et de chats. Et vous, vous êtes au milieu. Et vous pouvez être ciblé à tout moment sans prévenir, malheureusement. Selon un dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch, le nombre de personnes, innocentes ou non, tombées sous les balles de la police de Rio a augmenté de plus de 40% rien qu'en 2014, faisant de la police brésilienne l'une des plus meurtrières au monde. Des vidéos amateurs montrent régulièrement la tension extrême entre policiers et habitants. Le groupe de policiers ici fait un travail sérieux. Ils essuient des tirs tous les jours. Hier, ils ont été ciblés là, à la boulangerie. Si les habitants ne veulent pas la guerre, alors il faut dénoncer. Si vous ne prenez pas parti pour un côté ou un autre, ça va arriver tous les jours. Moi, je ne veux pas mourir, alors je dois tuer celui qui est armé et qui vend de la drogue ici. Mais malgré les victimes, même collatérales, pas question de reculer dans le processus de sécurisation. C'est impossible de dire que ça n'arrivera pas. À partir du moment où il y a affrontement, ce n'est que la conséquence des actions des trafiquants. Ce sont eux qui utilisent la population comme bouclier au milieu des tirs. S'il n'y avait pas ces armes de guerre, s'il n'y avait pas cette drogue, rien de tout ça n'arriverait. Si la pacification a permis une chute de la criminalité à Rio avec le déploiement de plus de 10 000 policiers, sa politique très répressive est loin de faire l'unanimité chez les habitants. À un an des JO, la crise actuelle a une nouvelle fois relancé le débat sur la stratégie adoptée pour faire baisser la criminalité à Rio de Janeiro.